c'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien. Champion, mon frère, ça fait 24 minutes. Soyez honnêtes. Votez à Dago. Bonsoir à tous, bonjour à tous, bon appétit à tous, bonne bourre à tous, enfin bon quoi que vous fassiez, ça nous est égal, et bienvenue ça fait longtemps, toi. pour ce nouveau podcast, le podcast de Parlons Foot, la saison 1, l'épisode 9. Et vous avez entendu, donc il y a déjà Romain qui est intervenu, donc bonjour Romain pour nous accompagner de cette émission. Salut Thomas, salut à tous. On a Aurélien aussi avec nous, salut Aurélien. Salut Thomas, salut à tous. Et on a un nouveau que vous allez apprendre à découvrir. Je vous le dis tout de suite, il s'appelle Benoît, il est gentil, il est marrant. Salut Benoît. Salut Thomas, salut Aurélien et salut à tous. Et salut Romain, j'ai failli oublier Romain, salut à tous. Oui, attention, on n'oublie pas Dieu parce que sans ça, tu reviens plus, hein. D'accord ? En plus, j'allais dire, on n'a pas été interdit de recrutement par la DNCG, mais on a pris un joker début octobre et en plus on me l'a vendu comme quelqu'un de qualité, le joker. Donc moi j'attends, hein, c'est son premier entraînement, il a intérêt de faire ses preuves. Hein. Il va falloir qu'il se montre, il va falloir qu'il soit un peu plus correct que son introduction, parce que ça va pas aller, Benoît, attention. Ça va, je m'échauffe. Ce sera toujours meilleur que Cédric. C'est trash talk, normal, c'est Parlons Foot, c'est comme ça. Dans ce Parlons Foot, nous allons donc surprise de football européen. Et oui, parce que c'est ce qui s'est passé cette semaine. Donc on va s'intéresser à la Ligue des Champions et à l'Europe League. La Ligue 1, malheureusement pour vous, on la laisse dans le coin, on en parlera lundi. Et pour également la liste de Didier Deschamps qui est tombée cette semaine, on en parlera lundi avec la Ligue 1. Comme ça, par exemple, si j'allais jouer qu'il est mauvais, est-ce que Deschamps avait bien fait de le prendre, blablabla, en parler lundi. On va commencer tout de suite, on va engager direct dans la conversation avec l'Europa League. Et oui, on commence par la Ligue Europa et on va commencer par Saint-Etienne qui nous fait un match absolument magnifique face au Dnipropetrovsk puisqu'ils font 0-0 à domicile à Geoffroy Guichard. Absolument incroyable. Après leur match nul en Azerbaïdjan, chez toi, Romain. Donc l'AS Saint-Etienne est actuellement deuxième de son groupe avec 2 points. Ils sont derrière l'Inter Milan qui a gagné ses 2 matchs. Le premier face au Dnipro 1-0 et le deuxième face à Karabakh 2-0. Donc mes amis, la question que je vais vous poser elle est très simple. Voyez-vous Saint-Etienne se qualifier, sachant que la prochaine double confrontation, c'est face à l'Inter. Donc ça risque de faire quand même assez mal. Ça va être très très violent pour eux. On connaît leur style de jeu, on connaît leur effectif. Ils sont très très limités. Romain, toi, ton avis sur la Saint-Etienne, tu les vois se qualifier ou non? Et pour toi, est-ce que tu penses qu'il faudrait que Galtier mette un petit peu les testibles sur la table quand il est en Europe? Depuis le début de la saison, on a dit que depuis le tirage au sort, on a dit que ce serait compliqué pour l'AS Saint-Etienne de passer ce groupe et je continue de le penser. Moi, je suis pas convaincu par ce que fait Saint-Étienne depuis un petit moment maintenant. Je sais pas si tu te rappelles la saison dernière, à la fin de la saison, quand Saint-Étienne a encore gagné une place et terminé 4e. J'avais considéré que c'était bien, c'était dans la progression du club, mais qu'il y avait un certain summum auquel Saint-Etienne n'allait pas pouvoir s'élever, le fameux seuil de compétence, et que ce seuil de compétence, Christophe Galtier était en train de l'atteindre. Il y a des entraîneurs qui sont faits pour certains clubs, et il y a des entraîneurs qui sont faits pour certaines périodes dans certains clubs. À Saint-Etienne, Christophe Galtier, entraîneur, très bien. À partir du moment où il faut construire, où il faut mettre en place des fondations, des bases, mais quand il faut passer le cap, le petit cut supplémentaire, et c'est-à-dire être capable de briller en Coupe d'Europe, être capable de jouer le podium en Ligue 1, moi je continue à penser que c'est pas un entraîneur qui a les épaules pour, que c'est pas un entraîneur qui a l'audace nécessaire pour le faire, que c'est pas un entraîneur qui a la culture tactique et offensive pour permettre à Saint-Etienne de passer ce fameux cap. Hier, on l'a encore vu une nouvelle fois en Europa League. Alors, de toute manière, je voudrais quand même préciser quelque chose, c'est qu'hier en Europa League, les 3 équipes françaises ont aligné leurs meilleures équipes. Alors certes, soit du côté de Saint-Etienne, de Lille ou de Guingamp, il y avait des blessés, mais c'était l'équipe type, les 11 meilleurs entre guillemets, ou l'équipe qu'on pouvait attendre comme alignée, qui a débuté. Donc déjà, ça c'est bien. Un truc à laquelle on n'était pas habitué quand même. Hein. Et notamment du côté de Saint-Etienne. Le pire, c'était Bordeaux, on s'en rappelle, lors de la dernière saison avec Gilo. Eux, au moins, ils étaient honnêtes. Hein. L'Europa League, on s'en fout. Au moins, ils étaient honnêtes.
Il l'avait dit. Mais là, à la fois à la fois l'entraîneur, Christophe Galtier, et les présidents, pour remettre les choses dans l'ordre, Romeyer et Cayazo l'ont dit, l'objectif c'est de la jouer cette coupe, cette Ligue Europa. Et c'est de ne pas la balancer. Donc au moins, la première chose, c'est de mettre sa meilleure équipe sur le terrain. Ça a été fait hier. Moi, ce qui m'inquiète un peu plus, c'est que même avec la meilleure équipe possible sur le terrain, les clubs français galèrent toujours autant à faire des résultats en Europa League. Hier, il y a un bilan de 2 nuls pour une victoire. Alors certes, on n'a pas perdu. C'est une semaine sans défaite pour le football français en Coupe d'Europe. C'est assez rare pour être signalé. Mais il y a également très peu de buts marqués. Lille qui s'en sort difficilement, on en parlera tout à l'heure. Guingamp qui a fait la meilleure impression. Donc Saint-Etienne qui doit beaucoup à ce match nul à domicile qui apparaît pour un bon résultat, alors qu'on rappelle que Saint-Etienne était pratiquement dans l'obligation de remporter cette rencontre. Le doigt à un arrêt d'un penalty de la part de Stéphane Ruffier assez rapidement dans la rencontre. Et après, j'ai pas eu une équipe emballante de Saint-Etienne. Von Finkel, qu'on nous avait vendu comme un super attaquant pour l'instant, la seule chose qu'il a fait. Ricky, c'est plus simple de dire Ricky. La seule chose de positif qu'il a fait depuis qu'il a Saint-Etienne, c'est sa passe d'ess pour Fabien Lemoine contre Lens. Et à côté, le milieu de terrain, ça balbutie toujours longtemps. On sait pas qui sont les titulaires entre Coad, entre Lemoine, entre Clément. On a également vu jouer Diomande ces derniers temps. On sait pas trop quel rôle joue Benjamin Cornier, qui est un petit peu blessé, loin d'être dans sa meilleure forme. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a le retour de Perrin, le capitaine, qui va solidifier un petit peu tout ça. Mais moi, je reste persuadé que dans ce groupe-là, avec en plus l'Inter encore à jouer, le match nul contre Karabag à l'extérieur, qui n'était pas un bon résultat, le match nul à domicile contre Dnipro, et là, 2 matchs de suite contre l'Inter. Je vois pas trop comment Saint-Etienne va s'en sortir. Pour moi, c'est un mauvais résultat et il y a de quoi être déçu pour les Verts. Alors Benoît, pour Romain, Saint-Etienne n'est bon, fait des mauvais résultats. Alors maintenant, il le souligne et il le dit, et c'est vrai, et il faut le dire, au moins ils mettent leur meilleure équipe. Comme a dit Romain en début, il dit il y a des équipes qui sont faites pour un certain niveau, qui sont faites pour un certain seuil, il y en a d'autres qui ne le sont pas. La question que je vais te poser, tout bêtement, si Saint-Etienne perd, ou en tout cas ne gagne pas et fait des mauvais matchs nuls, est-ce que c'est pas juste une question de niveau? Parce qu'on n'arrête pas de dire que c'est une très bonne équipe française, c'est le cas, c'est une très bonne équipe française, mais ils sont nuls en Europe. Est-ce que c'est pas juste le fait que l'équipe est nulle? Tout bêtement. Est-ce que c'est pas juste ce problème-là, juste une question de niveau? Non, je pense vraiment pas que c'est une question de niveau, ou sinon faudrait vraiment remettre toute la Ligue 1 en question, parce que ça fait quand même 2 saisons qui terminent européens. L'année dernière, ils avaient même pas passé les poules, ils avaient même pas passé les barrages, donc c'était encore une autre histoire. Donc ça fait 2 saisons qui finissent quand même assez haut au classement. Donc c'est quand même une équipe, moi quand je la vois jouer en championnat, voilà quoi, c'est quand même une équipe qui sait jouer au ballon, qui sait attaquer. Après là, elle reste sur 2 résultats contre 2 grosses équipes un peu décevants contre Bordeaux et contre Marseille. Mais c'est une équipe qui sait jouer au foot. Après, il y a un syndrome il y a un syndrome Europe, on va dire, à Saint-Etienne et dans plein d'autres clubs, à Lille aussi. C'est dès qu'il faut jouer 3 matchs par semaine, on joue le week-end en championnat et on va jouer en Europe. Bah, ça suit plus, le niveau de jeu descend, Salut Renard. l'envie, l'envie n'y est plus, et donc c'est un peu un gros problème. Et là, il reste sur encore le match nul contre Karabag, c'était à l'extérieur et c'est toujours le genre de match assez compliqué à jouer contre les petits clubs comme ça. Autant celui-là à Saint-Etienne, dans un chaudron qui était chaud bouillant, ils ont pas le droit, ils doivent pas se permettre de faire 0-0. Et en plus, encore faire 0-0 quand on a beaucoup d'occasions et qu'on est dans un jour sans que ça rentre pas, j'aurais pu accepter. Là, c'est 0-0, Romain l'a dit, Ruffier sort un penalty à la demi-heure de jeu et ils ont rien proposé. Et le fameux Ricky, dont moi je m'aventurerais pas à dire son nom de famille, C'est pas dur, c'est Van Winkel, c'est pas dur quand même. Mais je vais pas essayer, mais il pèse pas sur le jeu. Et offensivement, à l'heure actuelle, Saint-Etienne, moi, ça m'avait déjà énormément déçu contre Marseille, parce qu'à part sur une erreur, pour moi, de la défense marseillaise qui laisse marquer Saint-Etienne, ils avaient pas été capables
de déstabiliser la défense et de se créer des occasions, quoi. C'est pour moi c'est très dangereux là où va Saint-Étienne parce que ça arrive plus à attaquer. Mais après, je pense quand même que s'ils retrouvent leur niveau qui était le leur l'année dernière, ils peuvent faire quelque chose et ils peuvent se qualifier dans ce groupe. Et c'est sûr que là, va falloir minimum, je pense, prendre 2 points, faire 2 matchs nuls ou une victoire contre l'Inter pour espérer pouvoir finir deuxième et se qualifier pour les 16e. Eh ben c'est très bien parce que du coup on a deux points de vue différents. On a Romain qui dit tout bêtement bah c'est plus haut que leur niveau donc on peut pas plus que ça leur en vouloir. Même s'il rajoute un petit truc pour les montées générales du football français, je suis relativement d'accord avec lui. Benoît, lui, de son côté, dit non, non, c'est pas plus un problème de niveau que ça, c'est juste que c'est compliqué pour eux. Pourquoi pas? Chacun a le droit à son opinion. Aurélien, toi, quelle est la tienne par rapport à la Saint-Étienne? Est-ce que tu es d'accord avec Romain qui dit bah c'est juste que c'est plus haut que leur niveau potentiel, ou tu es plutôt d'accord avec Benoît en disant ça peut arriver, c'est pas non plus dramatique, maintenant il faut juste espérer qu'ils se remettent dedans. Je suis un peu d'accord avec les deux, pardon. Du côté de Saint-Étienne, le match qu'ils ont fait hier, c'est dans la continuité du match contre Marseille. Comme l'a dit Benoît, avec notamment en première mi-temps, il y a pratiquement, il y a pratiquement pas de jeu et d'action dangereuse sur but de Mandanda. Mais là, vu les prestations de la SSE en Ligue Europa, j'ai vraiment l'impression que c'est une marche de trop par rapport au niveau de leur équipe et que ça est compliqué de se qualifier. Surtout que le match retour en Russie, là, il va être joué à une période où tu risques d'avoir de la neige, où il fera encore plus froid que Monaco. Ce sera encore plus dur pour réaliser un résultat. Et après, il faudra impérativement gagner face à Karabag et espérer récupérer quelques points face à Inter. Donc la qualification est fortement compromise, selon moi. Alors justement, tu nous amènes sur le terrain de la qualification. Donc je vais vous demander rapidement, tout bêtement, est-ce que vous pensez que Saint-Étienne déjà peut faire une performance face à l'Inter, voilà, j'allais oublier le nom. Est-ce que vous dites que l'AS Saint-Étienne a toujours une chance de se qualifier? Et est-ce que vous pensez que l'AS Saint-Étienne doit miser plutôt sur les victoires de l'Inter face à Petrovsk et face à Karabag plutôt que sur une performance pure de leur propre part du côté de Saint-Étienne, les amis? Benoît, tiens, par exemple, pour commencer. Qu'est-ce que tu penses, toi? Est-ce que tu les vois se qualifier? Est-ce que tu te dis qu'il faut juste espérer que l'Inter batte les deux autres à chaque fois? Ouais, déjà, moi, je pense et j'espère qu'ils vont se qualifier puisque ça ferait du bien à la France, tout simplement, et même au peuple vert qui attend quelque chose d'européen depuis des années et des années. Et après, ça va être un peu un concours de circonstances qui doit être favorable pour la SSE. Déjà, faut espérer que l'Inter prenne un maximum de points parce que pour moi, ils sont pour finir premier assez facilement dans ce groupe. Donc l'Inter doit essayer d'avoir quatre victoires contre les deux autres équipes. Et Saint-Étienne qui, j'espère, que ça va faire un peu comme le PSG contre le Barça, où le PSG c'est surpassé parce que c'était le Barça en face et qu'il fallait être à son top niveau. J'espère que Saint-Étienne va avoir ce déclic-là si c'est possible et si les joueurs peuvent le faire. On savait qu'au PSG c'était possible, est-ce que Saint-Étienne ça va être possible de se sublimer et de faire un match que j'espère fantastique lors des doubles confrontations contre l'Inter pour ramener des points et qui sait une victoire. Une victoire c'est toujours possible, ça va très vite en route, on sait jamais. Ils ont une défense qui est assez impressionnante avec Ruffier derrière, donc j'y crois, j'espère vraiment qu'ils vont se qualifier. Ça passera par déjà 2 victoires contre le club russe et Gadarag au match retour, et il va falloir prendre des points à Milan.
et après espérer que Milan fasse le job et finisse avec au minimum 12 points. Romain, toi, ton point de vue, est-ce que tu penses que l'AS Saint-Etienne est capable d'aller chercher des points à CP Meazza, ou tu te dis que c'est terminé et qu'il vaut mieux juste, comme dit Benoît dans un côté, qu'il vaut mieux juste espérer que l'Inter, lui, dans son côté, gagne tous ses matchs? Bon, c'est plus le grand Inter Milan, donc on peut encore espérer pour Saint-Etienne d'aller voler des points et pourquoi pas d'en prendre à Geoffroy surtout. Mais moi, je sais pas, je suis toujours aussi peu emballé par Saint-Etienne. Le Mais groupe, tu as le droit. le groupe, on nous l'a vendu comme jouable, bien entendu, mais maintenant, il va falloir aller prendre des points en Ukraine, il va falloir aller prendre des points en Italie. Ça devient de plus en plus complexe. En réalité, plus Saint-Etienne joue de matchs dans cette phase de poule, plus on a l'impression que la qualification se complexifie. Et en plus, on sait que le mieux quand tu tombes dans un groupe comme ça où il y a une équipe qui semble plus faible au départ, comme c'est le cas de Karabag, c'est de jouer au troisième et quatrième match, la fameuse double confrontation au milieu de la phase de groupe, comme par exemple va l'avoir le PSG avec Nicosia en Ligue des Champions. Sauf que là, Saint-Etienne l'a pas joué, ne joue pas cette équipe-là lors des troisième et quatrième matchs, mais joue l'équipe prétendue la plus forte du groupe, l'Inter. Moi, je pense que quelque chose de très simple, par exemple, si l'Inter prend les 6 points contre Saint-Etienne, on va même dire si Saint-Etienne sauve 20 points contre l'Inter, je ne vois pas en prendre beaucoup plus contre l'Inter, ils vont être à 3 points max. En face, on peut se retrouver avec Nipro ou Karabakh si une des deux équipes a pris le dessus sur l'autre, avec déjà 4 ou 5 points d'avance sur Saint-Etienne. Là, la qualification va devenir injouable. Donc moi, je suis pas forcément optimiste pour eux, sachant qu'en plus, une fois les matchs contre l'Inter terminés, il en restera donc la réception de Karabakh lors du 5e match, si je dis pas de bêtises, et le déplacement donc en Ukraine lors du 6e match. Bon, c'est le calendrier le plus compliqué possible pour les Verts, qui pour l'instant n'ont pris que 2 points face aux deux adversaires les plus faibles du groupe. Il aurait au moins fallu une victoire, ils l'ont pas. Donc non, moi je les vois pas passer. Donc, pour Romain, Saint-Etienne ne se qualifiera pas, même s'il y a toujours la chance, hein, bien entendu, hein, pourquoi pas ce petit pourcentage de chances qu'il puisse avoir. Toi, ton avis, Aurélien, t'es plutôt sur la lignée de Benoît en disant, bah, pourquoi pas, on sait jamais, ça peut toujours arriver, et puis aller chercher des points en Italie, ça peut toujours arriver, ou t'es plutôt dans la lignée de pensée de Romain qui dit que bah, il fallait pas rater tes 2 premiers matchs parce que du coup c'est un peu dans le baba la qualif. Les Verts ont grillé leur joker, donc maintenant il va falloir rapporter le plus de points possible, et en espérant que les Ukrainiens face à l'équipe de Karabakh ne fassent pas le maximum de points. Dans ce cas, Saint-Etienne aura une chance, mais si les Ukrainiens ils font le max de points et que Saint-Etienne ramène pas minimum une victoire face à Inter, la qualif sera vraiment dure à aller chercher. Donc l'ensemble, et on est relativement d'accord, la qualif va être dure, mais pourquoi pas, la dimension du pourquoi pas qu'a apporté Benoît est toujours présente. Si ça ne vous dérange pas, et de toute façon même si ça vous dérange, je m'en fous, je vais le faire quand même, on va passer au match de Lille, et au groupe de Lille, et si on va le faire, puisque Lille est allé chercher un nul en Allemagne face à Wolfsburg, un but partout, avec un but d'Origi sur penalty à 77e, et un but de De Bruyne, qu'on connaît bien, à la 82e. C'est pas un but, hein. Hein? C'est pas un but, c'est un sublime but. Oui, bien sûr, oui, bon, Magnifique, allez, magnifique. si tu veux, mais ça reste un but quand même, ça compte que pour un. Hein, donc voilà, ça compte que pour un. Donc match nul de l'Olympique du LOSC, oui, bien sûr, du LOSC, de Lille. Il y a match assez nul d'Olympiques partout. comme ça. Ouais. Et leur premier match aussi, c'était soldé sur un match nul, enfin à Krasnodar, au grand stade Lille Métropole, comme l'UEFA l'appelle, un but partout. Ce qui fait donc qu'au classement, eh bien, Everton est premier de son groupe avec 4 points. Lille est 2e avec 3 points. Lille est 3e avec 2 points. Lille est 4e avec 3 points. Et Lille est 5e avec 3 points. Lille est 6e avec 3 points. Lille est 7e avec 3 points. Lille est 8e avec 3 points. Lille est 9e avec 3 points. Lille est 10e avec 3 points. Lille est 11e avec 3 points. Lille est 12e avec 3 points. Lille est 13e avec 3 points. Lille est 14e avec 3 points. Lille est 15e avec 3 points. Lille est 16e avec 3 points. Lille est 17e avec 3 points. Lille est 18e avec 3 points. Lille est 19e avec 3 points. Lille est 20e avec 3 points. Lille est 21e avec 3 points. Lille est 22e avec 3 points. Lille est 23e avec 3 points. Lille est 24e avec 3 points. Lille est
Krasnodar est deuxième avec 2 points. Lille est à égalité avec Krasnodar, mais qui est derrière au classement, avec la différence de but particulière, puisque Krasnodar a fait match nul à Lille. Donc Lille est derrière, troisième avec 2 points. Et Wolfsburg est bon dernier avec un petit point qu'ils sont allés chercher à Lille, un peu comme Evian et le Paris Saint-Germain, si vous voulez. Bref. Est-ce que vous pensez que Lille va se qualifier? Est-ce qu'il faudrait vraiment que ça change de coach? Vous aurez remarqué que j'ai un peu un fétiche sur René Girard. Et est-ce que vous dites que tout bêtement, Lille n'a même pas sa place en Europa League? On va commencer par toi Aurélien, par toi Benoît, pardon. Benoît, est-ce que tu penses bien, je parle la France, qu'il faudrait dégager René Girard du côté de Lille pour que enfin C'est hommage à Lille Franck Ribéry. Oui, pour qu'enfin Lille l'emporte, gagne des matchs et ne serait-ce que même s'il ne gagne pas, mais plutôt soit appréciable à regarder. Très bonne question. Ouais, je pense que Girard, de toute façon, depuis qu'il est arrivé à Lille, on peut Est-ce qu'on peut dire pas depuis qu'il est coach? Depuis quoi? Depuis qu'il est coach professionnel tout bêtement, parce que je suis désolé, mais Ouais, alors Montpellier, c'était une blague. Hein. ouais, c'est vrai. Donc, depuis qu'il est coach professionnel, pour faire plaisir à Thomas, Girard, il a quelque chose pour lui, c'est qu'il a les résultats quand même. Il a réussi à mettre Montpellier champion, il réussit à qualifier Lille pour la Ligue des Champions. Donc on peut pas lui enlever quelque chose, c'est qu'il arrive à faire gagner ses équipes. Donc ça déjà c'est pas mal. Après le niveau de jeu proposé par ces équipes n'a jamais enchanté personne et n'enchantera sûrement jamais personne. Du coup, est-ce qu'il faut virer Girard? C'est une bonne question parce qu'il arrive à les faire gagner, mais c'est sûr que là, ça suffira pas pour sortir de ce groupe qui est très relevé pour moi. Après, je pense que c'est trop tard pour changer d'entraîneur, puisque le temps que tu vires Girard, t'en prennes un Oui, autre non mais oui, bien sûr. qui se Là, mette. c'est trop tard pour le faire, c'est clair, bien sûr. C'est une Ah mais question quand même qui reste ouverte. ah Genre, est-ce oui qu'à la oui fin oui. de saison, ou si jamais il sort pas du groupe, il faudrait pas le dégager, tu vois? Ah si complètement. Mais c'est très méchant, mais sûrement à la fin de saison. Mais ça serait juste pour donner un nouvel élan à Lille, parce que je pense qu'ils arriveront quand même à se qualifier pour l'Europe ou à finir au moins dans le top 6-7. Mais là, concernant Lille, la qualification de Lille et ce groupe-là, ils sont un peu dans le même merdier que Saint-Etienne, c'est-à-dire qu'ils ont joué les deux équipes qu'on avait un peu ciblées comme plus faibles, même si Wolfsburg c'est quand même un gros niveau. Là, ils vont devoir aller jouer Everton. Everton, ça va pas super fort en championnat, même s'ils ont réussi à arracher un match nul dans le derby de la Mersey contre Liverpool. Dans le débit. Dans le débit, là, je crois que ce soir, niveau français, on n'est pas très bon. Niveau prononciation non plus. Et du coup, là, ils vont devoir jouer Everton, qui est une très belle équipe à voir jouer. Un très bon entraîneur qui est Roberto Martinez. Là, ça va être très compliqué parce que la solidité défensive et Vincent Enyama, ça va pas suffire du tout. Va falloir réussir à créer du jeu. En fait, ils sont un peu exactement dans la même problématique que Saint-Etienne. Ils n'arrivent pas à créer du jeu, mais par contre, défensivement, c'est solide. Ça, défensivement, que ce soit Bachak, Jaher, ou Korchia quand il joue derrière, Soirée ou n'importe qui avec Enyama, c'est compliqué d'aller marquer un but à Lille. Mais après, Donc en fait, t'as presque marquer des envie de buts, dire pour toi que la qualification ne dépend même pas d'eux, en fait. Ça dépend des autres. en gros, ça dépend de. C'est-à-dire que hier, il n'y aurait pas eu ce magnifique but de De Bruyne qui vient complètement d'une autre planète et qui est magique. Qui est quand même Lille, mérité hein, sur l'ensemble du match, hein, faut quand même le dire. oui, mais qui est mérité. Mais en gros, si ce but n'était pas arrivé, avec Dessy, je sais qu'on change beaucoup de choses. Mais en gros, Lille aurait pu repartir avec les 3 points. En gros, à quoi, à 10 minutes de la fin, Lille repartait avec les 3 points, avec un match qu'ils avaient complètement raté, où ils s'étaient fait dominer, mais ils arrivaient quand même à finir à 1-0 à la 80e. Du coup, moi je dis que Lille, s'ils jouent contre des équipes fond avec leur défense solide, ils peuvent faire comme ils ont fait l'année dernière en championnat et pourquoi ils ont fini troisième. Ils peuvent gagner des matchs 1-0 en jouant très mal. Et c'est la force du Lille de René Girard et c'est même la force des équipes de René Girard. C'est moche à voir jouer, mais c'est possible. Et moi, ça me fait pitié un peu, mais ils peuvent s'en sortir quand il n'y a pas d'éclair de génie dans les autres équipes. Ils peuvent s'en sortir en gagnant 1-0. Effectivement, n'est-ce pas là le drame? C'est qu'ils y arrivent quand même.
Et tu parles d'équipes qui n'arrivent pas à scorer, donc dédicace à Fabien. Hein. Salut Fabien, on pense à toi. Toi non plus, tu n'arrives pas à scorer, mais ça, c'est une question personnelle. Romain, toi, ton avis sur le LOSC, est-ce que tu es, entre guillemets, aussi affolé, parce que bon, t'es pas affolé, hein, tu t'en fous un peu de Saint-Etienne, mais est-ce que tu es un peu dans le même cas par rapport à Saint-Etienne en disant, bah, ils ont atteint leur niveau maximum et ils peuvent pas faire plus, ou tu te dis, bah, on sait jamais, pourquoi pas? Bon, déjà un petit mot sur la rencontre d'hier, même si Benoît a été plutôt convaincant et complet sur le sujet, oui. Le but de De Bruyne est peut-être venu de nulle part, mais celui d'Origi également, quoi. Bon, déjà c'est un penalty transformé, mais C'est le penalty qui vient de nulle part, je sais pas d'où il est le voilà, penalty. c'est ça. Puis pendant 75 minutes, Lille n'a pas existé, mais pas existé du tout. Wolfsburg aurait pu mener 2, 3, 4-0 sans la maladresse des joueurs offensifs du club allemand et sans un Enyama de bon niveau une nouvelle fois. Et heureusement qu'Enyama est là, parce que des fois le LOSC fait pitié et en même temps. Est-ce que je peux rappeler le 11 de départ du LOSC qu'il y a? Fais-toi plaisir. Alors, donc Enyama dans les buts, jusqu'ici tout va bien. Beria, Kier, Bassa et Soirée en défense. Un milieu de terrain composé du fameux triple pivot défensif, Gay, Rosenal, Balmont. Ça rappelle les belles heures du PSG où Rosenal joue au milieu de terrain. Oh là 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 là. La Et magie. donc, un trio offensif qui était composé de Corchia. Corchia, qui est bien connu, est un milieu offensif droit. Origi et Ryan Mendes. Donc, alors, d'accord, il y avait des absents, je veux bien. Mais Frey. Attends, parce que t'as pas vu encore le match face à Lyon, hein. Il y a 8 absents pour Lyon. Ouais, j'ai vu. Ça va être violent. Dont Mendes, qui est absent 8 mois sur 10 lors d'une saison. Marvin Martin, on n'en parle pas. Mais Frey n'a pas joué. Nolan Roux ne débute pas. Voilà, c'est génial. Tu t'appelles Lille et puis tu débutes avec, je crois, 8 joueurs à vocation défensive sur le terrain. Parce que t'as les 4 de base. T'as Balmont qui est un 6. T'as Rosenal qui est un défenseur central. T'as Corcha qui est un latéral droit. T'as Idrissa Gueye qui est un 6-8. Et donc, en gros, t'as que 2 joueurs offensifs dans ton équipe, c'est Origi et Mendes. Ouais, bah, tu t'étonnes de te faire Ils sont loin d'être des foudres de guerre en plus. et tu t'étonnes de te faire balader ensuite par cette équipe allemande. Mais c'est habituel, dès qu'on est les gros matchs, Corchia joue au milieu, on met souvent on a 3-6 au milieu de terrain, alors souvent les 3-6 c'est Mavouba, Balmont Gay. Bon, on a également vu comment il s'appelle, Delaplace, Jonathan Delaplace également joué. Alors, c'était le joueur le plus offensif de cette équipe. C'est le fameux match contre Montpellier où il loupe une occasion, mais en même temps à la base c'est un 6. Sauf que notre ami lui demande de jouer numéro 10. J'ai même plus envie de citer son nom tellement il me dégoûte. Et il passe son temps à dire hier après la rencontre une nouvelle fois on est là pour faire plaisir à personne, qu'on arrête de nous emmerder. C'est plutôt le LOSC qui ferait mieux d'arrêter de nous emmerder. Se faire représenter sur la scène européenne par ce genre d'équipe, c'est une honte pour le football français. Le pire c'est que je crois que tout à l'heure en intro pour Benoît t'as posé la question, est-ce que Lille mérite d'être en Europa League aujourd'hui ou est-ce que Lille a le niveau pour l'Europa League? On rappelle que cette équipe a joué le barrage de Ligue des Champions. Et ils galèrent en Europa League. Donc tout va bien, c'est génial. Putain, c'est vrai, ils ont joué le barrage de Ligue des Champions. J'avais complètement zappé. Voilà. Ça prouve quand même. Je l'avais complètement oublié. Et c'est une équipe qui galère en Europa League contre Wolfsburg. C'est la Bundesliga, certes, mais bon, Wolfsburg, c'est une équipe également qui montre beaucoup de failles en Bundesliga, et Lille est même pas capable d'en profiter d'une seule. Ils obtiennent un péno à l'arrache. À côté de ça, ils n'ont pas d'occasion durant tout le match. Moi, j'espère qu'une seule chose, c'est que Lille ne passera pas à la phase de poule, et s'ils continuent comme ça, ils sont pas prêts de la passer. Mais ça fait 2 prestations de suite très très moyennes. Alors, soi-disant, un petit peu comme Saint-Etienne, le nul à domicile lors du premier match, c'était un bon nul, c'était génial, c'était un super nul. C'était bien nul, ça je suis d'accord. Un bon nul, non, je suis pas d'accord. Mais comme on arrive toujours à trouver des excuses à ces clubs-là, ça va perdurer, ça va durer un bon petit bout de temps. Maintenant, il en reste également lors de la double confrontation à jouer Everton. Alors Everton n'a pas encore brillé sur la scène européenne, on en avait parlé lors du tirage au sort, ils galèrent toujours. Là, ils ont fait un partout contre Krasnodar, donc les gens vont continuer à dire que le nul de Lille contre Krasnodar est un bon résultat. Mais Lille peut déjà voir son parcours européen terminé après 4 journées à la suite de 2 défaites d'affilée contre Everton. Eh ben dis donc, on n'est pas tendre avec Lille, mais bon, en même temps, ils ne méritent que ça, ils ne méritent que ce qu'ils obtiennent. Ce sont les pires. Eh ouais. Parce que Saint-Etienne, il y a quelques limites. Tout à l'heure, t'en parlais, je sais plus si c'était toi Aurélien qui disait, est-ce que finalement c'est pas le niveau de Saint-Etienne qui pose problème?
Du côté de Lille, c'est à la fois le niveau, la volonté, l'état d'esprit, tout ce que tu veux. À côté de ça, tu as le 20e de Ligue 1 qui s'appelle Guingamp, qui lui est réellement très limité, avec un effectif pratiquement de Ligue 2, sans leur faire offense, mais qui bat leader du championnat grec, avec une volonté de bien Ah, mais faire. c'est même pas un effectif avec presque de Ligue 2, c'est un effectif de Ligue 2, puis ils ont presque pas fait de recrutement. Hormis Sylvain Marvaux, qui est un vrai bon joueur en réalité, et c'était l'un des bons coups du mercato de le récupérer en France et du côté de Guingamp. Je pense qu'il y a d'autres clubs au-dessus et des clubs de première partie de tableau qui auraient pu aller le chercher. Je pense par exemple à Bordeaux qui se pose des questions sur le joueur qui joue sur leur aile gauche. Là, c'est Maurice Bellé qui avait débuté la saison titulaire. C'est maintenant Thomas Touré qui débute. Pétri de talent, certes, mais voilà, Sylvain Marvaux, c'est un très bon joueur qui avait déjà prouvé avec Rennes, qui s'est un petit peu enterré du côté de Newcastle, ce sera pas le seul, et qui revient en France, mais qui prouve que quand on a un minimum de technique, on peut s'imposer dans une équipe, c'est le cas à Guingamp. Mais voilà, il y a eu de l'intensité, il y a eu de la volonté, il y a eu un très bon état d'esprit, et même lors de la fessée qu'ils avaient pris contre la FIO, dans le jeu, ils n'avaient pas été totalement ridicules, ils avaient été dépassés, ils étaient en dessous techniquement, physiquement, mais au moins ils avaient joué, au moins ils jouent. Effectivement, et donc tu nous as, t'as fait la petite introduction, introspection, n'importe quoi. Il y a vraiment du mal avec la France ce soir. Hein. Donc la petite introduction sur Guingamp qui s'est donc imposé 2-0 face au PAOK Salonique. 2-0, deux buts de Marmot, 47e, 50e minute, donc il a enchaîné. L'UEFA l'a présenté comme le sauveur de Guingamp. Ils l'ont présenté comme ça sur leur article par rapport à la Ligue Europa. C'est sympa. Et donc on va rappeler rapidement le classement. La Fiorentina qui est donc première de son match, de son groupe, pardon, avec 2 matchs joués, 2 matchs gagnés, donc le 3-0 comme tu l'as dit face à Guingamp, et un autre 3-0 face au Dynamo Minsk. Donc tranquillement, eux ils vont se qualifier assez aisément, on l'avait déjà dit, et ça se figure comme ça. Guingamp qui est donc deuxième de son groupe avec 3 petits points, normal, donc la défaite face à Fio et la victoire face au PAOK. Le PAOK qui est lui troisième avec 3 petits points, mais donc il y a eu la défaite face à Guingamp, donc ils sont derrière. Parce que si on regarde les nombres de buts marqués, le PAOK en a marqué 6 face au Dynamo. Ouais, mais les différences de buts particulières, donc ils sont derrière Guingamp. Et le Dynamo qui est dernier avec 0 points, qui a pris bien cher sur ses 2 premiers matchs. La question que je vais vous poser, je vais commencer par toi Benoît. Est-ce que Guingamp, qui a l'avantage donc de jouer la double confrontation extérieur-intérieur, j'allais dire domicile, pardon, face au Dynamo, qui est une équipe très très moyenne et qui n'est vraiment pas bonne. Moi, personnellement, avoir vu le match face à la Fiorentina, je peux dire que c'est vraiment pas bon. Est-ce que Guingamp a cette chance-là de pouvoir grappiller des points, voire même pourquoi pas 6 points, carrément, on va y aller, et donc carrément, pourquoi pas, de se qualifier dans ce groupe-là, chose qu'on n'imaginait absolument pas. Déjà, je pense que vu leur match d'hier, ils l'ont gagné comparé, je pense à l'envie. C'est vraiment à l'envie qu'ils l'ont gagné. Il y a beaucoup de matchs qui peuvent se gagner à l'envie. Et celui-là, en fait, ils ont complètement bouffé les Grecs et il n'y a pas eu trop de soucis à la fin du match. Tout le monde était. Celle-là, elle est pas mal. Vanne est scandaleuse. Cette vanne est scandaleuse. Tout le monde était d'accord pour dire à la fin du match que Guingamp avait mérité sa victoire et avait dominé les Grecs. Comme l'a dit Romain, Marvaux est un très bon joueur qui est parti s'enterrer à Newcastle et les blessures l'ont pas aidé à montrer tout le talent qu'il a dans son pied gauche. Juste un truc, on rappelle qu'à une époque, Rennes avait dans ses rangs, dans son effectif, Yacine Brahimi et Sylvain Marvaux. Les deux à la fois. Et voilà, et les deux ont été vendus. On va être obligé de voir comment ils jouaient à l'époque, et on va se rendre compte que c'était pas du foot. Et voilà, merci Romain. C'est pas possible, et donc j'en étais où moi? Oui, j'étais content, j'étais en bonne santé, j'étais heureux, et là voilà, il vient de me flinguer mon week-end. Merci Romain, à toi. Oh, c'est pas vrai ça. Bon, continue Benoît. Tais-toi, ouais. Du coup, j'en étais où? Oui, donc Marvaux qui fait un gros match, qui marque un coup franc splendide, qui permet à Guingamp donc de gagner. Et moi, je vais peut-être dire un truc qui va sembler complètement fou et absurde. Je pense que Guingamp peut se qualifier. Ça dépend les équipes qui vont jouer avant et après les matchs d'Europa League. En gros, si c'est des équipes qu'on va dire, des équipes qui vont jouer le maintien, des équipes comme Evian ou ça, contre les équipes en fait où les points comptent double, c'est 6 points si on gagne les matchs.
Guingamp aura peut-être plus de mal à enchaîner derrière avec Europa League parce que les matchs, souvent pour le maintien, sont très durs physiquement et il faut vraiment donner toutes ses forces pour réussir à sortir des matchs parce que c'est des matchs de guerriers. Aucune équipe veut finir dans les 3 derniers. Alors que s'ils jouent des équipes, voilà, Marseille, Paris, les équipes comme ça où les scores vont peut-être se dessiner assez rapidement et les défaites assez rapidement, peut-être que là, on sait pas, peut-être qu'ils seront plus frais pour jouer l'Europa League. Après, là, ils ont perdu contre Guingamp, et non, ils ont pas perdu contre Guingamp, ça c'est impossible. Ils ont perdu contre Montpellier avant de faire ce match contre une équipe qui, au vu des résultats et pas du niveau produit, était bien meilleure qu'eux. Après, ils ont quand même bien bataillé, mais après, je pense vraiment qu'ils peuvent le faire parce que moi j'ai pas vu les matchs, mais je vais te croire Thomas, je vais être très gentil et je vais vraiment penser que le Dynamo Minsk n'a pas de niveau, enfin n'a pas le niveau pour se qualifier, et donc que Guingamp peut choper 6 points. Après, faut oublier la Fio, faut oublier complètement la Fiorentina qui est déjà qualifiée avec 18 points et une différence de but Vraiment, toi tu vas de carrément plus 18 points, vas-y, 174. Non, mais il y a personne qui arrive à la cheville de la Fiorentina dans ce groupe-là. On l'a bien vu avec les 2 matchs qu'ils ont joués où ils ont gagné un peu facilement et le PAOK sur ce qu'ils ont montré hier ne seront pas un adversaire à la taille de la Fio. Et après, Guingamp devra déjà essayer de ramener un maximum de points. On va dire 4. On va être gentil, on va dire 4 contre le Dynamo Minsk. On peut toujours aller faire match nul en Russie avec moins 24, la neige, les gants, le ballon qui glisse et bim, un but. Un but, ça va Si partout. je puis me permettre, le Dynamo Minsk, c'est en Bulgarie, hein. C'est pas en Russie. C'est en Bulgarie. Bah, Minsk, voilà. c'est la capitale de la Bulgarie, hein. Et bah après être mauvais en français, on est mauvais en géographie. Enfin, surtout Non, pour tu moi. es. Oui, donc je veux dire, je suis mauvais en géographie, donc je m'excuse déjà pour tout le monde. En plus, c'est marqué pour toi, sur Nantes, c'est en sur le Bretagne, document. Et oui, Nantes, c'est en Bretagne, non, je rigole. Long Et débat. Est-ce que tu as des précisions sur les matchs avant l'Europa League pour Guingamp, vu que tu as posé la question? J'ai le calendrier sous les yeux. non, je l'ai pas du tout ça. Donc je vais te dire, le prochain match, donc c'est contre le Dynamo Minsk, que tu en as parlé, le 23 octobre. Et juste avant, il joue un club qui joue également en Europa League, puisque c'est Lille. Donc pour le compte de la 10e journée, à Lille. Donc 2 équipes qui joueront la Coupe d'Europe en suivant la semaine qui viendra. Donc on peut s'attendre potentiellement à 2 équipes qui font un tout petit peu tourner s'ils veulent vraiment jouer l'Europa League. Et Lille qui part largement favori contre Guingamp. Et tu l'as dit, hein, et pourtant contre Montpellier, le scénario a été en plus compliqué pour Guingamp avec l'expulsion de Samassa, le but en toute fin de match. Ils ont lâché des plumes, ça les a pas empêchés contre le PAOK d'être là et de prendre les 3 points. Ensuite, donc le retour contre le Dynamo Minsk, ça sera une réception le 6 novembre. Et juste avant, le 1er novembre, Guingamp reçoit Bastia. Donc 2 réceptions d'affilée, c'est pas mal au niveau de la récupération. Mais Bastia, un vrai concurrent direct pour le maintien. Donc un match à 6 points, comme tu l'as dit tout à l'heure. Ensuite, réception de la Fiorentina le 27 novembre. Juste avant, 5 jours avant, Guingamp reçoit, dans le cadre du derby, on parlait de la Bretagne, Rennes. Donc un match également où Guingamp peut potentiellement lâcher des plumes. Et la dernière rencontre aura donc lieu le 11 décembre. Ça sera donc en Grèce contre Rennes, le... c'est en Bretagne, t'es sûr que c'est pas en Loire-Atlantique? C'est l'Ille-et-Vilaine. Contre le PAOK. Donc, il est vilaine. et juste avant, une nouvelle fois un match contre un concurrent direct au maintien. Il est actuel avant-dernier de ce championnat, le Stade de Reims à Reims le 6 décembre. Donc voilà, un calendrier qui est pas favorable par rapport à la thèse que tu as avancée pour l'en avant Guingamp. Et toi, ton avis, Romain, est-ce que parce que effectivement, alors là, maintenant qu'on a l'image du calendrier, est-ce que tu les vois, toi, pourquoi pas aller chercher une qualification? Tu te dis que ça risque d'être compliqué pour les Guingampais en vue donc de leur calendrier et de leur match assez chaud, on va dire, en Ligue 1. Je sais pas si Benoît voulait réagir rapidement par rapport au calendrier que j'ai donné juste avant que je prenne la parole sur Guingamp ou pas. Pas court-circuiter si vous voulez dire autre chose. Oui, non. Ouais, bah je vais prendre la parole, merci Romain. Et donc je suis ouais, donc gentil, là, hein. ouais, t'es très gentil. Donc j'oublierai plus jamais ton prénom en début d'antenne, promis. Profite, c'est qu'à la première où je suis sympa. Hein. Et du coup, ouais, ça Parce risque que lui, il d'être faut savoir très qu'après, pour compliqué. participer, il faut le payer, en fait.
Donc voilà, tu vas devoir le payer si tu voudras. Oui, mais j'ai déjà pris son rip tout à l'heure, donc ça ira très bien, je pense. Du coup, concernant les matchs de juste avant pour Guingamp, ça risque d'être vraiment compliqué. Après, ça dépendra parce que par exemple, t'as cité Reims. Si Reims reste à son niveau actuel, je pense que ça sera un match où ils pourront même se permettre de Guingamp de faire tourner pour se préparer au dernier match de Ligue On rappelle Europa. quand même que Guingamp est dernier actuellement avec 6 points. Mais au niveau des matchs, moi j'ai vu jouer Reims, j'ai vu jouer Guingamp, J'ai vu surtout Reims contre aussi. Montpellier. Montpellier, contre Montpellier, ça m'a bien plu. J'aurais préféré qu'ils repartent avec des points qu'avec 0 points, des cartons rouges et tutti quanti. Que Reims, ils repartent avec 0 points, 0 gardien, 2 joueurs exclus. C'est un peu la misère. Donc voilà, faudra voir, mais ça risque d'être compliqué pour Guingamp et j'espère qu'ils vont pas faire comme Auxerre avait fait en étant qualifié en Ligue des Champions, en se grillant complètement et en étant maintenant en Ligue 2 et très bien en Ligue 2 dans la deuxième petite classement, quoi. Bon, il y a eu des points positifs à Auxerre en Ligue des Champions. Jean Fernandez a pris une photo avec José Mourinho, donc ça reste un bon souvenir. Auxerre, c'était que Seine-et-Marne. T'es con. Pourtant, il y a non, je vais rien dire. Ça aurait fait plaisir à Cédric, mais je vais la garder pour moi. Juste parce que ça aurait fait plaisir à Cédric, on peut pas le dire. J'allais dire, C'est il y a pas un juste. bel ambassadeur pourtant de la région, mais non, je vais Oh, la c'est garder. dégueulasse. Donc pour parler de Guingamp un petit peu, ouais, pour l'instant c'est l'équipe qui fait la meilleure impression des 3 équipes françaises dans cette Ligue Europa, pas uniquement parce qu'ils ont gagné hier contre le PAOK, mais je l'ai dit également tout à l'heure rapidement, contre Florence ça avait également été pas mauvais au niveau de l'état d'esprit. Et je suis également d'accord avec Benoît quand il dit que certains matchs se gagnent au mental, à l'état d'esprit. Et pour l'avoir vu mardi également, les Parisiens en voulaient plus que les Barcelonais. Ils ont bouffé. Je les avais rarement vus comme ça. Et il suffit de voir. C'est peut-être anecdotique, mais la réaction de Marquinhos à la 82e quand il détourne la frappe de Neymar, je crois, ou je sais plus si c'est Neymar. Jordi Alba. C'est Jordi Alba, ouais. Et il suffit de voir la rage qui dégage après ça, mais c'est cette rage-là qui des fois peut faire sublimer une équipe, peut faire oublier la fatigue et peut faire que physiquement elle prend le dessus sur son adversaire et progressivement, techniquement, elle arrive également à être plus au point que son adversaire. Et c'est ce qui s'est passé hier avec Guingamp contre le PAOK. Ils ont 3 points actuellement. Ils sont dans un groupe où je pense Florence est vraiment au-dessus du lot. La Fiorentina qui peut déjà assurer sa qualification contre le PAOK lors des 2 prochains matchs. Ils peuvent avoir 12 points après 4 matchs et être qualifiés. Je pense que ça peut suffire. Et peut-être même déjà avoir assuré la première place selon les prestations de Guingamp contre le Dynamo Minsk. Après voilà, Guingamp a ses chances à jouer. S'ils passent, ça serait une belle performance. S'ils sortent de la phase de groupe sans être qualifiés, ce sera pas non plus honteux et ça leur permettra de se reconcentrer sur le championnat où le maintien va être compliqué cette année. On sait qu'ils vont lâcher des plumes en Coupe d'Europe, mais au moins ils ont décidé de représenter le football français comme il se doit sur la scène européenne et également de profiter de la chance qui leur a été offerte en gagnant la Coupe de France l'an dernier. Et moi je trouve que c'est tout à leur honneur plutôt que dire la Coupe d'Europe ça nous emmerde, ça si c'est ça. Gourvenec l'a dit en début de saison. On sait les contraintes que ça va impliquer sur notre saison, mais c'est une chance de la jouer, c'est un honneur et on va la jouer. Et pour l'instant, il démontre tout à fait cet état d'esprit lors des matchs, lors de la compétition. Et j'ai envie de dire pourvu que ça dure. Effectivement, pourvu que ça dure et pourvu qu'un jour Minsk devienne effectivement la capitale de la Bulgarie, hein, puisque la capitale de la Bulgarie, c'est Sofia et absolument pas Minsk. Donc je vais arrêter de me moquer de Benoît puisque Minsk est la capitale de la Biélorussie. C'était Benoît qui avait raison au final parce que j'avoue que j'ai pas écouté. Il a dit non, moi j'avais dit Russie. Si, j'avais juste. Non, dans Biélorussie, ça compte, ça marche à moitié. Bah, sinon, t'as qu'à dire les RSS, c'est bon. Bah dans ce cas-là, la Bulgarie ça marche aussi alors que ouais. Dans ce cas-là, on a tous les deux raison. On va y avoir tous les deux tort. Sinon, Berbatov, il est international bulgare ou biélorusse? Il vient de Sofia. Je sais même pas où il est né d'ailleurs, il est né où? Il est né à Blagoevgrad, un truc comme ça, une anciennement l'URSS. Ok, voilà. Bon, on en a donc fini avec cette page Europa League. Vous aurez remarqué qu'Aurélien n'est pas intervenu sur cette page Europa League. Pourquoi? Parce qu'il a disparu.
a disparu, il nous a dit bon bah je reviens les gars. Donc il va revenir, hein, bien entendu, ne vous inquiétez pas. Il a croisé Cédric en chemin. Ouais, il a dû croiser Cédric. Donc on va passer à la Ligue des Champions et on va s'intéresser à notre premier match. Et j'ai décidé qu'on s'intéresserait à ce match-là, le groupe A, à l'Estadio Vicente Calderón. Le match entre l'Atlético Madrid et la Juventus. On Et est au Benoît Portugal qui- donc. Voilà. On est donc au Portugal avec l'Atlético Madrid et la Juventus qui se séparent sur la victoire de l'Atlético avec le but d'Arda Turan à la 75e minute. Donc victoire 1-0. Petite victoire, mais très 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 beau match. On va le dire hein, du côté de ce groupe. Mes amis, la question est claire. L'Atlético est premier de son groupe avec 3 points. La Juventus est deuxième du groupe avec 3 points. Malmo est troisième du groupe avec 3 points. L'Olympiakos est quatrième du groupe avec qui va se qualifier. Bon, on va le dire, hein, Atletico et la Juve, mais c'est quand même très intéressant. On va préciser que pour les matchs d'enchaînement qui vont se croiser, c'est Malmo pour l'Atlético et c'est l'Olympiakos pour la Juventus. Groupe très intéressant, groupe assez serré au final, bien plus serré que ce qu'on pouvait attendre. Benoît, ton avis sur le match, déjà premièrement sur le match, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu es d'accord pour dire que l'Atlético demeure extraordinaire, même si la Juve est quand même une équipe très 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 bonne, très très forte. L'Atlético est extraordinaire. Et est-ce que tu penses que le groupe va finir par se délier sur les doubles confrontations là, qui arrivent pour octobre-novembre? Bah, l'Atlético est extraordinaire, c'est surtout son coach qui est extraordinaire, Diego Simeone, quand il redescend des tribunes et qu'il est plus suspendu, on Il sortait de retrouve prison. quand T'as il vu sort son de look? prison. Ouais, mais après ça faisait longtemps qu'il était plus sur un banc, il passait plus à la télé, donc du coup il avait pu se permettre autre chose sûrement. Mais quand il revient sur le banc, l'Atlético redevient l'Atlético et l'équipe qui nous a enchanté l'année dernière, finaliste de Ligue des Champions, qui a gagné la Liga. Et du coup, en plus à Vicente Calderón, avec la Juventus, qui est une très belle équipe, qui a toujours un peu de mal à franchir le cap européen parce qu'ils dominent le Scudetto et le Calcio chaque année, mais bon, en Europe, même l'année dernière, ils avaient même pas passé les poules de la Ligue des Champions dans un groupe où Galatasaray avait fini deuxième derrière le Real. Du coup, ça a donné un très très beau match en Espagne. Euh, pour moi, l'Atlético n'a pas volé sa victoire. Ils l'ont mérité. Ils auraient même pu, pour moi, gagner un peu plus facilement. Mais la Juve a fait de très bonnes choses aussi. Après, c'est toujours les doubles confrontations contre les petits clubs enfin les petits clubs, c'est comme Malmo et l'Olympiakos. L'Olympiakos est quand même une équipe qui sait à peu près jouer au football. Ben, on rappelle qu'ils se sont inclinés hein, sur la pelouse de l'Olympiakos en 3-2. Ah mais parce que justement j'allais en venir. Là la Juve va devoir faire gaffe parce que en Grèce, cette fois c'est en Grèce si je me tromperai pas, aller jouer en Grèce, aller jouer dans le stade, que ça soit de l'Olympiakos ou du Panathinaikos, c'est la folie, c'est des fous les Grecs, c'est juste même quand tu regardes à la télé, parce que j'y suis Sûr que jamais c'est pas allé, des Chypriotes? je peux pas parler. Je sais pas parce que le logo est bizarre, on peut se tromper avec l'Olympiakos. Mais les supporters sont complètement fous. J'ai l'impression qu'il y a pas de limite dans les stades grecs. Ils peuvent se permettre d'enfumer complètement le stade et de faire n'importe quoi, un peu comme l'ambiance turque. Et justement, en faisant un rapprochement avec l'ambiance turque, la Juventus s'était inclinée. Non, il fait match nul peut-être en Turquie face à Galatasaray. Et donc là, ça va être très compliqué d'aller chercher quelque chose à l'Olympiakos qui va tout donner chez lui. Donc du coup, pour moi, l'Atlético va se qualifier. Et après, la Juventus normalement devrait suivre, mais faudra qu'elle fasse gaffe le 22 octobre quand ils iront dans la capitale grecque. Et après, normalement, on devrait pas se poser la question parce que deux équipes de ce rang-là et de ce niveau-là qui vont finir dans les 2-3 premiers de leur championnat. Enfin, la Juve va sûrement finir championne et l'Atlético va se battre avec le Barça et le Real comme chaque année et peut-être Valence cette année s'il continue. Normalement, les deux doivent se qualifier. Après, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Quand on est après 2 journées tous à 3 points. Il peut y avoir des surprises,
mais j'espère pour ces deux grands clubs qu'il n'y en aura pas et que pour la Ligue des Champions qu'on ait deux très belles équipes en huitième de finale pour faire des matchs encore plus fantastiques et des huitièmes de finale magnifiques. Effectivement, c'est tout ce qu'on espère. On est d'accord là-dessus, Benoît. Romain, toi, ton avis sur la Juventus et sur l'Atlético. Déjà, qu'est-ce que tu as pensé du match en soi? Est-ce que tu es d'accord avec ce que je vais te dire et ce que moi personnellement j'ai pensé, c'est que tout bêtement, ça a été le plus beau match de Ligue des Champions cette saison pour l'instant. Et est-ce que tu les vois se qualifier tous les deux tranquillement à la vue du classement actuel, puisque toutes les équipes ont on le rappelle, 3 points. Plus beau match, je ne sais pas, parce que personnellement, le match que j'ai vécu mardi soir était d'une intensité folle et d'un réel grand niveau technique. Donc, l'ayant vécu au stade, j'ai plus été impressionné qu'autre chose par cette rencontre-là, cette semaine. Après, le meilleur match sur le plan tactique, oui, c'est un vrai affrontement tactique, un vrai duel entre Allegri et Simeone, ça je suis d'accord. On peut se régaler si on aime disséquer les matchs sur ce plan-là. Pour les Béotiens, c'est peut-être un peu plus compliqué. On prend peut-être un peu moins de plaisir. Après, moi, le principal enseignement de cette rencontre, c'est que la Juve est toujours incapable de remporter des gros matchs en Coupe d'Europe. Est toujours incapable de sortir de son petit confort, de son petit schéma habituel pour bousculer les choses et aller gagner les rencontres qu'il faut. On se rappelle l'an dernier, bon, même si c'était dans des circonstances un peu difficiles, hein, en Turquie, ils avaient cédé contre Galatasaray. La rencontre s'était jouée le lendemain parce qu'il y avait de la neige, de la grêle, machin et tout. Bref, ils avaient pas pu jouer. Le lendemain, ils se font éliminer sur un but à la con, 1-0. Au revoir la Juve en phase de poule. Et là, cette année, alors certes, c'est le finaliste en titre de la Ligue des Champions, l'Atlético, c'est là-bas. C'est une équipe à laquelle il est difficile de marquer des buts, surtout à domicile. Mais moi, je suis déçu de la prestation de la Juve. Putain, c'est presque Lille, quoi. Je trouve qu'ils ont pas montré grand-chose dans cette rencontre. Insulte pas quand même. Non, Thomas. non, il y a des limites. J'ai trouvé, et encore Patrice Evra joue, donc on peut insulter, mais ça c'est autre chose. Et encore, j'ai trouvé vraiment l'Atlético toujours au-dessus. S'il fallait que ça tourne d'un côté, j'avais très peu de doutes sur le fait que ça allait tourner en faveur de l'Atlético Madrid. Et c'est un joueur souvent un peu méconnu, rarement mis en avant. C'est Arda Tourane qui a marqué. La Juve a eu le ballon, très bien. Mais elle n'en a pas fait grand-chose quand elle l'a eu. Elle n'a pas su trouver des solutions dans le camp adverse. Les deux lignes de 4 habituelles de l'Atlético étaient très bien resserrées. On coupait tous les espaces. Et au milieu de terrain, du côté de la Juve, on n'a pas su quoi faire du ballon. Alors ok, Andrea Pirlo n'est plus là. Ça donne peut-être un petit peu plus de profondeur au jeu turinois parce qu'on a moins besoin de le protéger que désormais, puisque c'est Claudio Marchisio qui joue, donc qui est un petit peu plus solide au duel, donc ça donne peut-être un petit peu plus de liberté à Arturo Vidal et à Paul Pogba devant. Mais ça manque un petit peu de création aussi, ça manque un petit peu d'instinct, ça manque un petit peu de surprise. Claudio Marchisio est un bon joueur, mais il fait des choses, je vais pas dire banales, mais sa lecture du jeu est plus évidente, plus efficace pour l'adversaire que celle d'un Andrea Pirlo, qui est capable de sortir un coup franc, qui est capable de mettre une passe en profondeur qui fait la diff, voilà, qui est capable de transformer un ballon anodin en un ballon de but, chose que Claudio Marchisio n'est pas capable de faire. Toujours ce schéma en 3-5-2, alors on pensait que la Juve allait en plus, pourquoi pas, avec l'arrivée d'un nouvel entraîneur qui est pas forcément fan du schéma à la base, se muer progressivement dans un jeu à 4 derrière. Mais c'est pas le cas et c'est méga décevant. Cette Juve, moi je trouve totalement famélique en termes d'occasion de but en Coupe d'Europe. On s'attend à mieux de la part d'un club qui, il y a encore 10 ans, faisait partie des 4-5 meilleurs sur la scène européenne. Et moi je suis assez d'accord avec Benoît, il va falloir se méfier du déplacement en Grèce. L'Olympiakos qui a déjà piégé l'Atlético Madrid lors de la journée inaugurale est tout à fait en mesure de le refaire contre la Juve. Et là, la Juve se retrouverait dans un scénario complexe une nouvelle fois, en n'ayant pas forcément le destin entre ses pieds comme l'an dernier, avec l'Atlético qui peut s'échapper lors de la double confrontation contre Malmö, et avec une Juve dos au mur lors des 2 dernières journées.
Voilà, il va falloir absolument prendre des points contre l'Olympiakos et peut-être aussi muer tactiquement son approche lors de ce genre de rencontre, prendre un petit peu plus de risques et peut-être un peu plus opportuniste également et accepter d'avoir un petit peu moins le ballon, d'être un petit peu moins bien installé dans cette fameuse zone de confort où la Juve est incapable de surprendre l'adversaire. Donc Romain est quand même assez sévère avec la Juventus Turin, mais pourquoi pas. Le retour d'Aurélien, et oui, Aurélien est de retour. Re-salut Aurélien. Oh, salut Thomas. Et donc tu as compris qu'on parlait du match Atlético-Juventus, hein, dont on a enchaîné sur l'Europa League, même si tu n'étais pas là, on n'allait pas rester bloqué. Et donc on le rappelle au cas où tu ne nous aies pas écouté, ce qui n'est pas bien, que l'Atlético s'est imposé 1-0. Pour Benoît, ça va être un très beau match et ça va être les deux équipes vont se qualifier tranquillement, il n'y a pas grand chose à dire. Pour Romain, lui, c'est un peu plus compliqué dans le sens où la Juventus montre quand même des difficultés et va devoir quand même réfléchir à faire autrement. Toi, ton avis général sur ce match et sur ce groupe, Aurélien? Sur ce match, je l'ai pas vu, donc je ne vais pas m'attarder dessus. La Juve, pour le moment, jusqu'à ce match, n'avait pas encore pris de but de la saison comme le Barça. Donc voilà, ça c'est fait. Et pour le groupe, je pense que ça va être le groupe où, où la qualif sera la plus indécise, vu que pour le moment, les trois équipes ont 3 points, avec aussi lors de cette journée la surprise de Malmö qui bat l'Olympiakos qui avait battu Atlético. Donc ça- chaque journée, les matchs ils, ils seront ils seront occupés et le club, que ce soit l'Atlético et la Juve n'auront pas le droit à l'erreur, sinon ça laissera de la place à Malmö et à l'Olympiakos. Donc toi, tu restes quand même dans l'idée que pourquoi pas voir Malmö faire une performance, voir l'Olympiakos faire une performance, et c'est vrai. Pourquoi pas, hein, ils peuvent toujours le faire, mathématiquement c'est toujours possible. Ben on sait jamais, hein, pour peu que la Juventus passe encore sur un match où il se foire un peu la gueule, ben pourquoi pas faire quelque chose pour l'Olympiakos. Mes amis, on va passer à un autre match de Ligue des Champions qui va nous intéresser. Pourquoi? Eh bien parce que ça concerne une équipe française, enfin russe, hein, comme on dit, pardon. C'est le Zénith, non, c'est Monaco. Ouais, c'était un Oh le derby quoi. lapsus. Oh le lapsus. Le derby russe, pour être plus sérieux, match entre le Football Club Zénith Saint-Pétersbourg et l'AS Monaco Football Club s'est soldé sur un 0-1-0, un match pas forcément très plaisant à regarder, pas très intéressant, avec un 11 de Monaco qui alors je suis désolé, hein, ça va pas plaire, mais moi il me fait peur. C'est mon avis, hein, mais bon. Donc le Monaco qui fait quand même un match nul en Russie. Il Hein, te fait c'est peur quand dans même quel pas mal. sens? Tes adversaires t'as peur ou tes supporters t'as peur? Je suis supporter, j'ai peur personnellement. Ok. Après là c'est mon avis. Hein. Le Monaco qui va donc faire match en Russie, faire match nul, pardon. Ils prennent donc la tête à la différence de but particulière, puisqu'on rappelle qu'ils s'étaient imposés face à Leverkusen au match, le premier match, le match d'ouverture, 1-0, tandis que le Zénith, eux, gagnaient sur la pelouse de Benfica. On va rappeler rapidement l'autre résultat de ce groupe-là, c'est Leverkusen qui s'impose 3-1 face à Benfica. Donc l'AS Monaco est leader de son groupe avec 4 points, suivi par le Zénith avec points également, c'est normal. Le Bayern Leverkusen qui est actuellement avec 3 points, le troisième du groupe, et le Benfica qui semblait pourtant être, pourquoi pas, la tête de Turc, n'importe quoi, le club le plus imposant de ce groupe qui est petit dernier avec 0 points, hein, puisque 2 défaites. Mes amis, la question que je vais vous poser, elle est très simple. Aurélien, on va commencer par toi. Est-ce que Monaco peut se qualifier, tout bêtement? Vu le match qu'ils ont fait en Russie, même si c'est un 0-0, c'est quand même un bon résultat de ramener un point de là-bas. Et vu qu'ils a gagné à Leverkusen, pour le moment, ils montrent un autre visage que ceux qu'ils montrent en championnat. Donc pourquoi pas, et il faudra quand même se méfier de la double confrontation face à Benfica. Et en parlant de Monaco,
il y aura un problème entre Jardim et Jérémy Toulalan qui est quand même le capitaine et on peut noter le très gros match qu'il a fait sur le plan défensif. Mais à qualif, si Monaco continue comme il joue actuellement en Ligue des Champions, elle est vraiment jouable. Donc pour Aurélien, contrairement à d'autres équipes, surtout en Ligue Europa, Monaco a son destin en main, hein, comme on dit, c'est magnifique. Benoît, toi ton avis sur Monaco? On va rappeler que la double confrontation qui va venir, c'est face au Benfica, sachant que le match retour est à Benfica, donc au Stadio de la Luz. On rappelle un stade dans lequel aucune équipe française n'a jamais gagné. Pourquoi pas Monaco pour être la première à le faire? Ce serait plaisant, ce serait un petit symbole comme ça. Ton avis, toi, est-ce que tu vois Monaco capable de se qualifier ou tu te dis que le Benfica va entre guillemets se lancer dans cette Ligue des Champions et puis il va pouvoir bloquer Monaco dans son espoir de qualification pour les 16e, pour les 8e? Bah déjà, moi je serais supporter monégasque, j'aurais pas peur du Benfica, parce que je suis supporter du Benfica et je les suis depuis que je suis tout petit, puisque je suis d'origine portugaise. Et malheureusement, cet été à Lisbonne, les supporters de Benfica n'ont fait que pleurer parce que à part voir des départs de joueurs clés, on n'a pas vu grand-chose arriver au club. On a vu Rodrigo partir, on a vu Garay partir justement au Zénith. Et donc du coup, les supporters de Benfica sont un peu désabusés. Ils savent très bien que cette année, ça va être très compliqué, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. Du coup, faut complètement oublier qui sont les deux derniers finalistes de la Ligue Europa, parce que cette année ça va être loin de se reproduire, et en championnat ils arrivent toujours à gagner parce que c'est le championnat portugais qui a voilà, il y a pas de niveau égal à part Porto, le Sporting et Benfica. Du coup pour Monaco, pour moi ils ont fait pour l'instant le plus dur, ils ont pas perdu contre Leverkusen chez eux par miracle, parce que Leverkusen au premier match de ce groupe a eu 5-6 occasions assez franches, et surtout en première mi-temps, et il marque un but sur une frappe contrée, la seule inspiration du match de Berbatov, et Moutinho frappe, c'est contré, ça rentre. Un peu une victoire chanceuse. Là, ils font pour moi un bon match contre le Zénith, parce que cette fois, je crois que je vais pas dire de conneries, c'est en Russie, et c'est compliqué d'aller Oui, jouer en cette fois Russie. c'est bon. Voilà, on est sûr que c'est en Russie cette fois. Donc c'est compliqué d'aller jouer en Russie, surtout le Zénith avec de très bons joueurs, que ça soit surtout une très bonne attaque, que ce soit Hulk, Randon ou Dani. La seule petite chance de Monaco, c'est qu'il y avait Wissel qui était blessé, le milieu de terrain belge, et grâce à ça et grâce au gros match milieu de terrain monégasque, ils ont réussi à étouffer complètement le jeu du Zénith, et donc on a vu un match malheureusement pour les supporters du beau jeu, un match très pauvre, avec seulement une frappe sur le poteau de Ferrara Carrasco qui aura vraiment été très intéressante. C'est quand même le comble, un match fort avec Monaco. Oui, c'est une putain, ce soir on est en forme niveau blague, hein. Surtout toi Thomas. Et du coup je pense En vraiment forme de quoi, là est la question. T'as bien cerné le personnage, c'est bien. Du coup, je pense vraiment qu'ils peuvent se qualifier parce que, pardon, excusez-moi. Comme je l'ai dit un peu en intro, Benfica n'est plus au niveau qu'il était avant, a perdu beaucoup de ses joueurs cadres. Du coup, ils peuvent même se permettre d'être le premier club français si on considère que Monaco est un club français et pas russe ou pas autre chose comme on peut souvent l'entendre en ce moment. Et après, faudra essayer d'aller chercher quelque chose à Leverkusen en Allemagne. Et là, ça risque d'être la tâche compliquée de Monaco, puisque le Bayern joue quand même très bien, même si je l'ai répété, ils ont perdu contre Monaco à Louis II. Et après, il faudra que les supporters monégasques, ça je crois que ça va être ma plus grosse blague de l'année, supporters monégasques soient présents contre le Zénith, parce que ça risque d'être le match un peu à enjeu pour la qualification à Louis II à la fin. Faut organiser un tournoi de poker au casino, ils seront là. Ça c'est pas beau les gars, ça c'est vraiment pas beau. C'est drôle mais c'est pas joli. Je voudrais rajouter un truc Thomas. Eh bien vas-y. Et il faut pas oublier aussi que lors de ce match, Monaco a vraiment été chanceux parce que Rondon, il a une occasion qui doit mettre 15 fois dans un but et il foire carrément sa
ça frappe, du coup ça va dans les bras de Subasic, mais s'il avait mieux prise, là, Monaco est rentré chez eux avec 0 points, donc c'est de Ferreira Carrasco sur le poteau, comme l'a dit Benoît, il- le résultat aurait pu être tout autre. Il faut pas oublier aussi que Carvalho a fait le sauvetage, même si tout le monde pense que le sauvetage de cette Ligue des Champions, c'est le geste de Marquinhos, et non, c'est la reprise de volée dans la tête de Carvalho qui partait dans la lucarne. Carvalho d'ailleurs s'en est toujours parmi, il a le visage bien rouge à l'heure actuelle. C'est là la différence, c'est que c'est pas lui qui fait le sauvetage. C'est pour ça qu'on fait la différence entre le sien et celui de Marquinhos. C'est que lui, il la prend dans la pomme, la balle. Il fait pas exprès de la prendre dans la tronche. C'est pour ça qu'on fait la différence. Enfin, c'est pour ça que je la fais, moi. Ça m'a bien fait rire quand même, faut quand même admettre, le pauvre Carvalho. Un joli headshot. Ouais, c'est vrai, c'est un petit 100 points comme ça. Romain, toi, ton avis, est-ce que tu es d'accord avec Benoît et Aurélien qui disent que bah oui, pourquoi pas, il n'y a pas de raison, que un match nul en Russie c'est plutôt un bon résultat, où tu te dis que bah ça risque quand même d'être tendu parce que bah il y a le Bayern, il y a le Benfica, il y a le Zénith, ces trois équipes qui sont potentiellement meilleures que Monaco, mais qui pour l'instant sont derrière Monaco au classement. Rapide, hein, tout a déjà été dit concernant l'AS Monaco. C'est un bon nul. Monaco s'est créé des occasions en début de match, surtout en début de match où ils ont été dangereux. Berbatov a pas su transformer l'occasion qu'il met au fond habituellement, un petit peu limite physiquement depuis quelques jours, depuis quelques semaines. Berbatov, et c'est pas pour rien qu'il s'est blessé lors de la rencontre. Après, un Monaco beaucoup plus cohérent, beaucoup plus solide que ce qu'on a pu voir en championnat. Certains vont dire que c'est grâce au retour au 4-3-3 et de Kondogbia dans le 11 de départ. Ouais, certes, c'est peut-être aussi la Ligue des Champions qui motive un peu plus les joueurs, également l'adversaire qui est le Zénith, qui a proposé plus de choses que Nice par exemple, qui a accepté de jouer au foot et non pas de profiter d'un coup du sort et ensuite de bétonner. Voilà, il y a eu un vrai match entre deux vraies équipes, alors que ça n'a pas été le meilleur match de cette deuxième journée de Ligue des Champions, mais ça n'a pas non plus, malgré le score, le 0-0, été un sale match. Monaco qui a donc 4 points après 2 journées, est actuellement en tête du groupe avec le Zénith. Tout est au beau fixe pour les Monégasques qui vont donc, comme vous l'avez dit, avoir une double confrontation contre Benfica, qui pour l'instant a loupé son entame dans cette Ligue des Champions, qui s'annonce palpitante et qui pourrait dessiner très vite le destin européen de l'AS Monaco. Cette équipe à l'accent russe, certes, de par ses propriétaires, mais surtout à l'accent portugais, de par les décideurs au sein du club, que ce soit l'entraîneur, que ce soit le directeur sportif, ou que ce soit l'agent qui gravite autour de cette équipe. Et donc c'est un beau coup du destin de mettre un club portugais sur la voie, pour l'instant royale, de Monaco en Ligue des Champions. Et donc on va passer, mes amis, de cette Ligue des Champions qui va nous intéresser. On la garde en dernier. Pourquoi? Parce que ça a été, on va le dire quand même, le match peut-être le plus intéressant footballistiquement parlant. La victoire du Paris Saint-Germain face au FC Barcelone, la victoire 3-2. On va le rappeler, les buts de David Luiz à la 10e minute, le but absolument magnifique, monumental de Lionel Messi à la 12e, juste après. Le deuxième but du Paris Saint-Germain de Marco Verratti, comme j'étais content, moi, de la tête en plus, le mec il fait 22 cm, il marque de la tête, c'est normal. À la 26e, on se souviendra toujours de la sortie magnifique de Ter Stegen, absolument Comme quoi on peut incroyable. être petit mais efficace, Thomas. Et ouais, et ben oui, voilà, c'est ce qu'on n'arrête pas de me dire. Bref, Blaise Matuidi à la 50 minutes pour le Paris Saint-Germain, 3-1, et puis le but de 56e. Donc le Paris Saint-Germain qui s'impose face au FC Barcelone, match qu'on n'attendait pas, victoire qu'on n'attendait pas, puisqu'on disait oui, ils sont pas bons, on a avec nous un joueur, qu'est-ce que je raconte? Une personne, un chroniqueur, voilà. Bon, j'ai envie de te faire joueur, qu'est-ce que tu veux, qui était au stade, au Parc des Princes, qui a donc vu la victoire du Paris Saint-Germain face à Barcelone. Tribune Paris pour ceux que ça intéresse. Tribune Paris pour ceux que ça intéresse. Ton numéro de place? Je sais plus. Bien, niveau 14, place 106 je crois. Et 407 pour le bloc, si je dis pas de bêtises. Donc il y avait de quoi voir quand même. Il y avait de la vision à avoir là-dedans. En tout cas, voilà. Donc après un début de championnat plutôt moyen pour le Paris Saint-Germain, on va le dire assez clairement, il s'impose face à cet ogre barcelonais, et il se retrouve donc premier du classement. On va commencer par toi, Romain, avec ton analyse
plus en profondeur du match, puisque tu as eu la chance toi, de le voir en direct du stade. On va pas se mentir, c'était le seul d'entre nous et il a été invité. Quelle chance. Donc ton analyse sur ce match, quelle a été ton impression sur Paris Saint-Germain? Est-ce que pour toi c'est Laurent Blanc un génie tactique sur ce match-là? Voilà, j'avais envie de le dire comme ça. Ou tu te dis que c'est Barcelone qui est passé complètement à côté de son match. Et puis rapidement, petite ouverture, est-ce que tu vois le Paris Saint-Germain se qualifier, pourquoi pas, premier du groupe face à Barcelone, l'Ajax et la Poel? Un peu des deux, j'ai envie de répondre, mon capitaine. Tout d'abord, je vais commencer par la deuxième partie. Entre guillemets, Barcelone est moins fort que ce qu'il ne l'était auparavant. Ça, on est d'accord là-dessus. Pour la première partie, c'est-à-dire est-ce que c'est un génie tactique de Laurent Blanc? Quand quelque chose a déjà été fait et que ça a fonctionné, on peut pas parler de génie tactique. Génie tactique, c'est quand une équipe est imbattable, qu'on trouve aucune solution, et bim, à un moment donné, il y a un coach qui trouve la solution tactique pour en venir à bout. Donc entre guillemets, si tu as envie qu'on parle de génie tactique contre le Barça, c'est ce qu'avait fait Mourinho contre l'Inter, quand ils sortent le Barça en demi-finale en 2010, si je dis pas de bêtises. Est-ce qu'on peut parler de génie tactique quand on installe le bus? Je ne sais pas. Laurent Blanc n'a pas non plus installé le bus mardi soir, même si le PSG, pour une fois, n'a pas eu la possession de balle. Je crois qu'on finit à 62-38, si je dis pas de bêtises, à la fin de la rencontre. Je crois qu'il y avait 59-41 à la mi-temps, si je dis pas de bêtises, si je me rappelle ce qui a été affiché sur l'écran géant du parc. Donc voilà, Paris n'a pas Regarde ça, comment il va nous le mettre dans la tronche. Paris n'a pas eu la possession du ballon, c'est rare, et ça leur a plutôt bien réussi, je trouve. On pouvait craindre le fait d'avoir un PSG qui est pas habitué à courir après le ballon, pas habitué à faire autant de pressing. Tout simplement, l'habitude d'une équipe qui a la possession et qui est rodée comme ça, une équipe qui doit donc s'habituer à laisser le ballon à l'adversaire, c'est jamais simple. Bah finalement, Paris s'en est bien sorti. On a un petit peu retrouvé un PSG qu'on a vu sous Carlo Ancelotti. Alors pas non plus un PSG de contre avec à l'époque le trio qui était Menez, Néné et Pastore, mais un PSG qui a capitalisé sur les qualités des joueurs en forme ce jour-là, c'est-à-dire Thiago Motta et son excellente lecture du jeu, son excellente anticipation qui a régalé durant toute la rencontre. Ça a été, je pense, le meilleur Parisien. Alors il a pas marqué, alors il a pas fait de passe d'ess, c'est peut-être pas le joueur qui a récupéré le plus de ballons, vu que les deux joueurs qui ont récupéré le plus de ballons sur la rencontre se nomment Javier Pastore et David Luiz avec 8 ballons chacun. Mais ça a été le joueur le plus affluent, le joueur qui a été également à l'origine du plan de jeu, du plan tactique de Laurent Blanc, c'est-à-dire on a l'habitude de voir un Thiago Motta qui joue devant la défense en pur numéro 6, on parle même de milieu libéraux par moment, en venant à la relance entre ces deux axiaux. Ça n'a pas été le cas réellement. Dès le début de la rencontre, il a plus été le milieu de terrain parmi les trois, c'est-à-dire lui, Verratti et Matuidi, qui allait faire le pressing et qui est venu jouer dans la zone de Busquets. Busquets a été totalement enfermé avec un Pastore qui lui était entre les deux défenseurs axiaux, donc Mathieu et Mascherano, qui était le premier joueur qui allait au pressing, le premier rideau défensif, et donc un Motta qui empêchait Busquets de se retourner. C'était un choix osé de la part de Laurent Blanc, puisque ça laissait un peu plus d'espace à Messi, qui a l'habitude de décrocher dans la zone de numéro 10. Paris a donc commencé le match très haut, a pressé très haut, a empêché le Barça de construire ses actions. C'est-à-dire, ce qui est très simple, au Barça, on construit dans l'axe et on décale au dernier moment sur les ailes pour les latéraux qui apportent donc la latéralité, la verticalité au jeu du Barça. Et on revient au dernier moment vers l'axe pour profiter des appels croisés de Neymar, de Messi, de Pedro ou de Iniesta encore une fois. Là, le Barça n'a pas pu vraiment le faire. Donc le PSG a étouffé le Barça en début de match. Il y a eu des belles opportunités de contre avec un Cavani qui débutait un petit peu sur le côté gauche. En tout cas en phase défensive où on avait un vrai 4-3-3 du côté parisien. Pastore qui était dans le rôle d'Ibra, Cavani et Lucas qui fermaient un petit peu les ailes, même si on voyait également par moment quand le jeu arrivait dans le bloc parisien, dans le côté parisien, un Pastore qui recule un petit peu plus, qui se transforme en quatrième milieu, et on voyait alors Matuidi qui coulissait sur la gauche pour suivre les mouvements d'Alves, et Lucas sur la droite pour suivre les mouvements d'Alba. Ça s'est surtout senti en deuxième période où le PSG a changé de schéma, mais en première mi-temps c'était plus un 4-3-3. Paris a débuté très haut et après l'ouverture du score de David Luiz sur le coup franc, étonnamment Paris s'est retrouvé avec un bloc très bas. Ça a surpris. Dès le coup d'envoi, on a vu vraiment les deux lignes défensives être beaucoup plus bas qu'au début du match et moins resserrées également, ce qui a permis à Iniesta d'une part d'avoir de l'espace au départ parce que Verratti n'était pas sur lui. Donc il a pu se retourner, se mettre dans le sens du jeu. Neymar a pu venir jouer entre les lignes
et proposer une solution donc à Iniesta. Neymar a retrouvé Messi, qui lui-même a retrouvé Iniesta. Ce qui fait que le PSG est un petit peu déconcentré sur cette action où il y a eu un trou au cœur du jeu, et à partir du moment où on laisse de l'espace au cœur du jeu au Barça, le Barça s'est montré dangereux aux 2 reprises, et c'est pas étonnant, c'est que ça soit sur deux reprises à la suite de 2 buts parisiens, donc à la suite de 2 coups d'envoi où le bloc parisien était pas totalement en place, un petit peu dans l'euphorie du but, et c'est là que le Barça s'est vraiment montré dangereux. Sinon, le plan de jeu de Blanc a plutôt bien fonctionné. Il y a également eu beaucoup plus d'intensité. Javier Pastore a couru plus de 10 km mardi soir. Il est dans les 5 joueurs du PSG qui ont couru plus de 10 km. Une ultra activité de Pastore qui a été au four et au moulin, qui a brillé dans le costume d'Ibra. Alors avec une approche différente, moins finisseur, mais orchestreur, le vrai chef d'orchestre du PSG offensivement, ça a été lui, même si étonnamment il n'a pas fait beaucoup de passes dans les 30 derniers mètres, il n'a pas énormément touché de ballon aux abords de la surface, mais à chaque fois qu'il l'a fait, il a été décisif. C'est lui qui fait le pressing sur le coup franc qu'obtient le PSG qui amène le but de David Luiz, c'est lui qui fait le pressing qui centre sur le corner de Mota transformé par Verratti, et c'est lui qui crée le décalage pour Van der Wiel sur le 3e but. Donc il y a vraiment eu 3-4 joueurs clés du côté parisien, Mota au milieu de terrain, Pastore pour l'animation offensive, Marquinhos derrière qui a été très très bon, et le côté droit parisien qui est souvent mis comme une des failles parisiennes, notamment sur le plan défensif, avec Van der Wiel qui est pas connu pour être le latéral qui offre le plus de garanties, et Lucas dont le repli défensif est souvent remis en cause, dont également l'intelligence de jeu offensivement a longtemps été remis en cause. Il fait une première mi-temps sur le plan offensif qui est quasi parfaite, il a été très très bon. Il a apporté beaucoup de vivacité à l'attaque parisienne. Et en deuxième, totalement ce qu'on lui demandait pour une fois en plus. Tout à fait. Et en deuxième période, il s'est mué en milieu latéral défensif, j'ai presque envie de dire, en deuxième latéral, où il a vraiment fait de l'individuel sur Alba en phase défensive. On l'a beaucoup moins vu offensivement parlant, mais il a permis au bloc parisien d'être équilibré avec un Pastore et un Cavani qui étaient plus recentrés qu'en première période. Et donc on s'est retrouvé avec un bloc parisien qui a décidé de laisser l'espace côté droit à Dani Alves, avec Matuidi qui vraiment en fin de course venait couper et aider Maxwell, mais vraiment au dernier moment quand Alves était en position de centre, et Cavani et Pastore ont laissé de la liberté à Alves. Par contre côté gauche de l'attaque barcelonaise et côté droit de la défense parisienne, on avait décidé de vraiment mettre un joueur, c'est-à-dire sur un adversaire, donc Van der Wiel qui a été très bon sur Neymar, et Lucas très bon sur Alba également. Franchement, c'est une excellente prestation parisienne dans l'intensité, dans l'approche tactique, et on voit que les joueurs qui ont un petit peu de bouteille comme Mota, qui n'était pas bon depuis le début de la saison, se retrouvent dans ce genre de match à l'expérience. Et pourtant, le milieu de terrain parisien, lors des 5-6 premières minutes, a été pas mal ballotté. Également, peut-être en jouant aussi haut, ils ont pris un petit peu des risques, ils se sont mis un petit peu en danger avec Marco Verratti qui sortait très haut également et qui plusieurs fois était en retard, a fait des petites fautes, était pas toujours dans le tempo du pressing qui était mis par Mota et par Matuidi. Et progressivement, le bloc parisien a laissé de moins en moins d'espace aux Barcelonais, avec des lignes très resserrées en fin de match, qui n'étaient pas forcément gagnées, parce qu'on sait que plus le match avance, plus on a tendance à avoir un pressing moins intense, à voir les lignes se desserrer, se distendre un petit peu. Et au contraire, du côté parisien, en deuxième mi-temps, on a été très bon dans ce cadrage du bloc barcelonais au cœur du jeu. Et c'est une victoire amplement méritée des Parisiens, qui n'ont pas eu la possession, qui ont souffert également, mais qui ont su optimiser chacune de leurs actions offensives, même si, je pense que tu voulais en parler, je vais le dire rapidement, Edinson Cavani, qui a beaucoup couru, qui par moment s'est même retrouvé en position de latéral. À un moment donné, c'est lui qui suit Iniesta et qui protège le ballon en corner. À un moment donné, en 6 mètres, à un moment donné, c'est lui qui vient tacler dans les pieds de Pedro pour concéder un corner. Et manque de lucidité, manque de fraîcheur également sur le plan offensif, avec un 9 peut-être un peu plus tueur, le PSG peut terminer la rencontre avec 2-3 buts d'avance. Alors certes, on va pas non plus dire que c'est la rencontre exceptionnelle, la rencontre sur laquelle le PSG doit tout baser, c'est qu'un match de poule, bien entendu, mais c'est une rencontre encourageante pour les gros matchs qui vont arriver durant la saison pour le PSG. Je pense que lors des grosses rencontres, j'avais rarement vu un PSG aussi bon. On disait que le PSG manquait de match référence, Thomas, la semaine dernière. Ils ont peut-être enfin ce match référence, même si c'est un match de poule. Ça fait longtemps que j'avais pas vu le PSG être aussi régulier sur 90 minutes avec très peu de temps faible. Les quelques temps faibles qu'a eu le PSG, c'était surtout un Barcelone qui, notamment en première mi-temps, c'est là qu'on a vraiment eu les temps faibles parisiens.
a montré tout l'étendue de son talent, mais étonnamment, On l'a vu principalement sur le premier but. ouais, on l'a vu également au cœur de la deuxième mi-temps, vers la 25e, 30e minute, le PSG qui était plus en difficulté, qui touchait très peu de ballons dans la moitié de terrain adverse. Ça se voyait, moi qui étais du côté de la défense barcelonaise en première mi-temps, parce que j'étais légèrement décalé par rapport au rond central. Et le ballon est très peu venu aux alentours de l'heure de jeu, de la demi-heure de jeu, pardon, dans cette zone. Et le PSG par contre a mieux fini la fin de première période et a progressivement pris le dessus physiquement en deuxième. Il suffit de voir un joueur qui a été le baromètre, c'est Mota bien entendu, on sait que c'est le joueur le plus important au PSG, mais sur le plan physique, le baromètre de ce PSG mardi c'était Blaise Matuidi, qui a eu un petit peu de mal à débuter, qui n'a pas été exceptionnel en première mi-temps, et qui est monté en puissance au fil de la deuxième, et qui à partir de la 50-55e, étonnamment au moment où il marque notamment, après il a couru pour deux, il a vraiment joué à la fois milieu central gauche, son poste habituel, mais également milieu gauche. Il a été au four et au moulin à la fois sur Lionel Messi et sur Dani Alves. C'est le fameux Matuidi qu'on connaît, qui court pour deux, qui compense les mouvements et les largesses devant lui, et qui est donc indispensable au PSG quand c'est ce Blaise Matuidi-là qui est sur le terrain. Il a été au four et au moulin, c'est ce que disait Himmler en quittant Auschwitz pour la Hollande. Benoît, c'est pas du tout dégueulasse ce que je viens de dire. Benoît, toi, ton avis général sur ce match, est-ce que tu es avec Romain en disant que le Paris Saint-Germain a eu du mal à rentrer dedans en disant pendant les 30 premières minutes ça a été quand même assez compliqué, puis qu'après ils ont quand même assez tranquillement, en manière de parler entre guillemets tranquillement, mais dominé le Barça. Est-ce que tu te dis comme Romain que si Cavani n'avait pas eu à faire tous ses efforts défensifs et s'il avait été dans l'idée d'un 9 tueur, on aurait eu un vrai gros Cavani et pourquoi pas 2 à 3 buts de plus dans la musette du Barça. Ton avis général en fait sur ce match-là, qu'est-ce que t'en penses? Déjà, je pense que on avait un peu trop embelli le Barça après ce très bon début de championnat, on va pas leur enlever ça. Mais bon, jouer des équipes comme Elche et Grenade, ça nous fait pas dire que le Barça de Tata Martino est mort et que le Barça de Luis Enrique est le meilleur du monde, comme on a pu le lire juste avant la rencontre, ce qui m'avait bien fait rire. Donc ils arrivaient au Parc des Princes avec beaucoup de certitude. Et le PSG, c'était l'inverse. Ils sortaient d'un match contre Toulouse qui était très inquiétant. Mais moi, quand j'ai vu les 30 premières minutes, je me suis fait, c'est bon, on est reparti pour un match où le PSG, ça va mal se passer parce qu'ils n'arrivaient pas vraiment à prendre la mesure d'un petit Barcelone. Et ils y arrivaient pas. Et je me fais, si ça continue, on est dans les merdes. Et après, comment dire, comme l'a dit Romain, le PSG a commencé à prendre sa vitesse, son rythme de croisière. Mota a fait un match impressionnant. Marquinhos n'a rien laissé passer. David Luiz a un peu été à peu près été à son niveau et a marqué un but splendide. Pastore Un vrai but d'attaquant quand même. Un vrai but d'attaquant. C'est quand même assez impressionnant pour un défenseur central ou milieu de terrain défensif. Après, Pastore pour moi a fait un match fantastique. Il a franchement réussi à élever son niveau de jeu et c'est comme l'a dit Romain, c'est lui qui décidait de tout le jeu offensif du PSG et il aurait mérité de finir avec un but à la fin du match. Voilà. Donc le PSG, franchement, c'est au milieu du terrain qu'ils ont réussi à bien dominer le Barça et à gagner. Après le match, c'est eux qui se l'ont rendu difficile parce que on peut se permettre de prendre une fois un but tout de suite après l'engagement parce qu'on vient de marquer contre le Barça au Parc des Princes, c'est fantastique. On est plus concentré en ce but, mais la deuxième fois, c'est inadmissible et ça doit pas se passer pour un club du talent et du niveau du PSG. C'est incroyable de se prendre deux fois un but dans la minute qui suit leur but à eux. Et après, concernant Cavani, je pense il a bien défendu. Enfin, il a pas fait son rôle, quoi. Il a bien défendu. Comme l'a dit Romain, il a défendu sur Iniesta dans la surface. Il a un peu bloqué quand Lucas ne répondait plus trop, quand Pastore ne défendait pas, quand quelqu'un n'y était plus. C'était Cavani qui était là. On avait l'impression de le voir un peu partout au four et au moulin, comme on dit sur le terrain. Après, il a quand même réussi à se créer deux trois occasions qui étaient pas mal. Il aurait pu
peut-être avec plus de lucidité, plus de coffres, réussir à les mettre au fond et on aurait retrouvé le Cavani de Naples. Après, on voit là que Cavani n'a même pas été sélectionné pour, euh, pour les matchs avec Alors, l'Uruguay. si je puis me permettre là-dessus, j'ai eu une information comme quoi c'est lui qui aurait demandé à pas être sélectionné. Ah, bah voilà, bah, je vais me taire, on va dire que j'ai rien dit. Mais je suis d'accord avec toi, on peut quand même. C'est une information, c'est une rumeur qu'on donne, mais peut-être que c'est pas vrai. Hein. Donc, Moi, c'est une info qu'on m'a donnée. Après, donc pour moi, Cavani, voilà, a beaucoup fait pour le PSG, mais pas ce qu'on lui demandait. Du coup, c'est un peu, je sais pas comment on peut voir la prestation de Cavani. On va dire qu'elle est moyenne parce que ou décevante offensivement, mais très bonne défensivement. Donc ça à voir. Mais par contre, si le PSG arrive à retrouver cette envie tout le temps et même en Ligue 1, ce qui va être très compliqué quand ils vont quand ils vont devoir jouer des clubs avec un nom champêtre ou sur des stades qui font pas rêver. Mais si le PSG continue comme ça, ils peuvent retrouver vraiment leur niveau de jeu qui les avait fait devenir champions assez facilement et dominer ce groupe de Ligue des Champions. On voudra quand même se faire gaffe du déplacement contre la Paul Nicosie où Lyon s'était cassé les dents et s'était fait éliminer. Certes, Lyon n'est pas le PSG, mais bon, on ne sait jamais. Et après, je pense que c'est ouverte et il faudra essayer de finir premier pour prendre un deuxième en huitième de finale, c'est toujours mieux. Après, quand on voit qu'il y a des groupes avec Bayern, City, Roma ou même Atlético Juve, je pense que personne veut taper un de ces clubs-là. Donc du coup, finir premier, c'est toujours mieux, mais on peut quand même tomber face à des très très gros morceaux. Mais très surpris du match du PSG, très très agréablement surpris du choix de Laurent Blanc de laisser Daniel Alves complètement seul et de bloquer par contre le couloir Neymar Alba. Et très très agréablement surpris. Et, j'espère que le PSG pourra aller le plus loin possible dans cette Ligue des Champions. pourquoi pas, pourquoi pas. Donc, pour Romain, match de référence. Pour Benoît, match très agréable à regarder. Pour Aurélien, qu'est-ce que ça donne ce match-là? Qu'est-ce que tu en as pensé? Et j'aimerais d'ailleurs te donner un petit bonus en termes de questions. Qu'est-ce que tu penses de Vanderbilt sur ce match-là? Sinon, c'est bien la musique de la Ligue des Champions. Sur ce match, je pense que c'est le match référence du PSG. Déjà parce qu'on les a pas vus à ce niveau depuis le début de la saison et que grâce à ce match, peut-être parce que l'adversaire en face c'était le Barça, pardon, et qu'ils ont été obligés d'élever leur niveau de jeu, mais vraiment agréablement surpris de la prestation du Barça. En plus, sans Thiago Silva et Zlatan qui ont une énorme influence dans le vestiaire, même si on les a vus dans le vestiaire ou dans les couloirs avant le match. Ouais, j'ai discuté un peu avec Ibra. Il a été dans le vestiaire à la mi-temps, t'inquiète. T'as discuté avec Sarko? Non, pas avec n'importe qui quand même. J'ai ma fierté. Oh là là, n'importe quoi. Bon, on continue, Aurélien. Et du coup, je m'attendais pas à avoir un PSG de ce niveau, même si on a eu un Cavani point de vue offensif qui est décevant, mais il a fait le taf au niveau défensif et pour moi le début du match du PSG n'est pas si décevant, même s'ils n'ont pas eu la possession du ballon. On a vu que le milieu à 3, Verratti, Mota et Matuidi coulissaient bien. Quand un des trois du milieu du Barça, que ce soit Iniesta, Rakitic ou Busquets, ils avaient le ballon, t'en avais toujours un qui montait dessus au pressing.
Pastore a vraiment été très bon dans son rôle qui était de couper Busquets de la défense centrale Mathieu Mascherano. Et du coup, un PSG vraiment, vraiment impressionnant. Et on verra dimanche si s'ils auront ce niveau de jeu face à Monaco ou s'ils ils vont retomber dans leur travers. Qui vont retomber dans leur travers du début de championnat. Il faut pas oublier que aussi que samedi on a eu droit à un match vraiment calamiteux du PSG dans un autre système. Donc je pense que Blanc a son système, mais au point de vue de la défense centrale, quand Thiago Silva va revenir, ça va être dur d'enlever que ce soit Marquinhos ou David Luiz qui ont quand même fait un gros match hier. Blanc aura quand même plusieurs opportunités, soit mettre un des deux sur le banc, enlever Van der Wiel qui a vraiment bouclé Neymar sur ce match. On a l'attaquant brésilien, on ne l'a pas beaucoup vu. Il est dans, il a pas frappé beaucoup au but. Du coup, Van der Wiel, Lucas côté droit, ça a été du solide, mais Blanc va avoir un problème de riche, comme on dit. Fera-t-il tourner Thiago Motta Est-ce qu'il fera tourner Thiago Motta et David Luiz? Est-ce qu'il gardera David Luiz et il mettra Thiago Silva à ses côtés et Marquinhos à droite ou Marquinhos sur le banc? On verra, mais Blanc n'a pas de souci à se faire à ce point de vue, je pense. À noter que je me permets, vu que Thomas bug, on parlait de Marquinhos et de David Luiz. À noter que Marquinhos s'est blessé et il sera sans doute out pour dimanche. Il a déjà décliné la sélection avec le Brésil. Au moment où, en plus, Thiago Silva devrait pas tarder à revenir de blessure. Donc peut-être que le problème, entre guillemets, Marquinhos, David Luiz titulaire est bon, titulaire contre le Barça. Et surtout Marquinhos, excellent depuis le début de la saison, va être réglé par une blessure d'un des 3 défenseurs brésiliens, ce qui permettra à Thiago Silva de retrouver sa place à côté de David Luiz en charnière centrale dans les semaines à venir. Thomas, retour? Non, apparemment ça bug toujours chez Thomas. Aurélien, Benoît, aucun mot à rajouter sur cette rencontre et cette victoire du Paris Saint-Germain qui en a donc profité pour prendre la tête de la poule? On a fait le tour? Non, je crois qu'on a fait le tour et que tout a été dit. Et à noter également qu'un podcast exceptionnel va être mis en ligne au même moment avec un décryptage complet et beaucoup plus long des 2 rencontres des clubs français, que ce soit Monaco et le Paris Saint-Germain, réalisé notamment avec vous deux. Donc podcast qui sera entre guillemets un Parlons Foot épisode 8 exceptionnel, une sorte de bonus avec donc un gros focus sur ces 2 rencontres, alors que durant 7h30 on a essayé de revenir sur les matchs européens marquants de la semaine et également les 3 matchs d'Europa League de nos clubs français. Benoît, je te remercie pour cette vraie première dans Parlons Foot le podcast. Merci Romain et merci à Thomas, même si je sais pas s'il est là encore, et merci Aurélien pour l'accueil chaleureux et j'espère être de retour d'ici peu. Et tu pourras venir dès que tu veux, soit mardi bien entendu pour décrypter la 9e journée de Ligue 1 qui est en cours au moment où nous enregistrons, ou la semaine prochaine bien entendu, tu reviens quand tu veux avec une trêve internationale qui va arriver et donc l'équipe de France, on en parlera la semaine prochaine avec le groupe de 23 sélectionné jeudi par Didier Deschamps. Aurélien, merci également pour cette participation à l'épisode numéro 8 de Parlons Foot le podcast. Merci Romain, merci Thomas et merci Benoît. Et oui, on va également remercier Thomas qui était l'animation durant 1h27 environ et qui a donc perdu le fil au moment de conclure. Thomas qui voulait aller vaquer à ses occupations plus rapidement. Donc prochain rendez-vous la semaine prochaine, mardi bien entendu, pour Parlons Foot le podcast. Ça sera le 9e du nom sur la 9e journée de Ligue 1. On est parfaitement synchro, ça va pas le rester donc on en profite. Et bien entendu tous les autres numéros, les 7 premiers numéros du Parlons Foot à retrouver sur notre chaîne YouTube ou sur le site parlons-foot.com. La même chose également pour les Parlons Vélo, ceux qui sont fans de cyclisme à retrouver également sur le site chroniqueduvélo.fr. Bon week-end à tous, à mardi pour un nouveau numéro, et d'ici là n'oubliez pas,
Parlons vrai, parlons foot sur parlons-foot.com. À plus. Robin is there! Iron Robin! A surely won it for Bayern Munich! C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien. Shakira